Est-ce que je mets la cravate rouge ou est-ce que je mets la cravate bleue? Si je mets la cravate rouge, elle va me dire mais pourquoi t'as pas mis la cravate bleue? Et si je mets la cravate bleue, elle va me dire mais pourquoi t'as pas mis la cravate rouge? C'est ce qu'on appelle une double contrainte. Alors aujourd'hui, je vous propose dans cette nouvelle vidéo de vous expliquer ce qu'est la double contrainte et de voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans un cours de sciences sociales. La double contrainte, qu'est-ce que c'est? La double contrainte ou double bind va être d'abord formulée par Gregory Bateson, membre éminent de l'école de Palo Alto, qui est une école située en Californie, qui va étudier les questions de psychologie et de communication. La double contrainte, simplement, c'est le fait qu'on vous donne une injonction qui ne peut pas être respectée. On vous donne un ordre. Si vous le respectez, vous ne le respectez plus. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais je vais vous donner un exemple. Si je vous dis « soyez spontané maintenant », soyez spontané. Soyez spontané. Soyez spontané. Soyez spontané. Merci d'avoir été spontané. eh bien, voilà, c'est une double contrainte. Vous ne pouvez pas respecter ce que je vous dis de faire. Parce que si vous m'obéissez, si vous êtes spontané, bah alors vous ne l'êtes plus. Vous voyez, c'est ça la double contrainte. Dans le cas de la cravate, la mère offre 2 cravates à son fils. Le fils arrive avec le premier jour avec la cravate bleue. Elle lui dit « Ah, mais tu n'as pas mis la rouge, tu n'aimes pas la rouge. T'aimes pas la bleue, t'aimes pas les cadeaux que je te fais. Mais alors s'il vient avec la rouge, elle lui dit exactement l'inverse. » Donc, quelle que soit la cravate qu'il met, il est toujours perdant dans un certain sens. C'est vraiment ça la double contrainte. On est dans une situation qui est intenable. Alors, ça pose des problèmes pour l'individu, évidemment, qui est soumis sans cesse à des doubles contraintes. Dans le domaine de la psychologie, qu'on n'abordera pas ici, la double contrainte, ça peut aussi apparaître dans l'univers familial. Enfin, les parents d'un enfant sont séparés et l'enfant est soumis à un chantage affectif des deux côtés. Le père lui dit « mais dis-moi que c'est moi que tu préfères par rapport à ta mère » et sa mère lui dit la même chose. Donc il est mis en un certain sens en tension entre deux pôles. À l'école, on pourrait aussi avoir un enseignant qui va dire d'un élève « oh mais il est trop scolaire » et quand l'élève finalement prend des largesses par rapport aux prescrits, aux prescriptions et aux consignes qui sont données, on va lui dire « mais tu ne respectes pas les consignes ». Donc dans un sens, il est trop scolaire, mais s'il s'écarte des consignes scolaires, à ce moment-là, on lui tombe dessus aussi. Donc c'est aussi une double contrainte. Il y a énormément de doubles contraintes, on en trouve aussi dans la bande dessinée, comme par exemple dans Astérix en Corse, où il y a un légionnaire romain qui est avec un autochtone, et le Corse lui dit « mais quoi, tu n'aimes pas ma sœur ?»« Si, si, j'aime beaucoup votre sœur. Quoi, tu aimes vraiment ma sœur ?» Le légionnaire romain est perdant, puisque le Corse va lui tomber dessus dans les deux cas. Ce qui est intéressant, je trouve, avec ce concept de double contrainte, c'est qu'on peut l'utiliser dans certaines situations sociales, dans certains faits sociaux, et notamment par rapport à certains groupes sociaux qui sont plus victimes que d'autres de double contrainte à l'échelle de la société. On pourrait penser tout d'abord aux femmes qui, dans un sens, sont obligées pour rentrer dans le moule qu'on leur concocte dans la société occidentale, vont entrer dans ce moule et vont directement avoir l'étiquette d'allumeuse ou de croqueuse d'hommes. Certaines femmes pourraient vouloir éviter cette dérive et à ce moment-là ne faire moins d'efforts par rapport à leur apparence physique, moins respecter les normes qui sont en place par rapport à cette catégorie sociale. Et donc elles vont adopter certains comportements vestimentaires, comme par exemple plus de pantalons, mais très peu moulants, le refus de l'épilation, le refus du maquillage, et on va leur tomber dessus aussi. Donc dans les deux cas, si vous voulez, elles sont perdantes, puisque dans un cas ça va être « oh t'es allumeuse, c'est négatif », et d'un autre cas, t'es un garçon manqué, t'es pas sexy, c'est négatif aussi. Les personnes d'origine étrangère sont aussi soumises à de nombreuses doubles contraintes, notamment celle-ci. Une personne d'origine étrangère qui ne travaille pas, sens commun, beaucoup de gens autour de vous, vous avez déjà vont dire ce sont des profiteurs finalement, les étrangers ils viennent, ils foutent rien et voilà, il faut leur donner des allocations pour qu'ils puissent vivre chez nous, quoi. Ils n'ont qu'à retourner chez eux, voilà. Ça, c'est la première façon de voir, mais en même temps, il y a un discours tout à fait parallèle et qui place les personnes d'origine étrangère dans une situation de double contrainte. Si elles viennent à trouver un travail, eh bien, on va leur dire, quoi, tu as trouvé un travail, regardez, ces étrangers viennent voler le travail des Belges. Donc, vous voyez, dans les deux cas, on est dans une situation de double contrainte quand on est une personne d'origine étrangère, puisque dans un premier temps, si on ne travaille pas, on est un fainéant. Dans un deuxième temps, si on travaille, on vient voler le travail des Belges. Donc dans les deux cas, on est perdant. Il faut bien être conscient de ces mécanismes de double contrainte et certainement essayer soi-même, en tant qu'individu, de ne pas mettre d'autres personnes dans une situation de double contrainte.
d'être très clair par rapport à ce que l'on souhaite. C'est très important pour éviter ce genre de situation. Soit même si on est pris dans une situation de double contrainte, ou si un groupe social est pris dans une situation de double contrainte, il faut essayer de démasquer ce mécanisme. Et en le démasquant, on peut le désamorcer. C'est à ça que servent généralement les sciences sociales, c'est à désamorcer certaines situations. Clairement dire, mais écoute, ce que tu me demandes là, c'est irréalisable, puisque que je fasse l'un ou que je fasse l'autre, ben, je suis perdant. Donc on va soi-même dénoncer le mécanisme de double contrainte. Donc c'est vraiment passer à un niveau méta et de montrer en quoi l'injonction paradoxale de la double contrainte est paradoxale. Voilà. Et donc cette négociation obligatoire avec l'arbitraire, cette négociation obligatoire avec les injonctions contradictoires, cette négociation obligatoire avec la rationalité instrumentale, calculante, profondément triste, profondément binaire, alors que la raison c'est quoi? La raison c'est l'imagination active, c'est le monde des possibles. La raison c'est comment demain je vais inventer le réel et non pas comment je vais me soumettre au réel qui est proposé. C'est pas ça la raison, c'est pas une puissance de soumission. La raison c'est une puissance d'invention. Quand on transforme la raison chaque jour en force d'asservissement, d'assujettissement, on tombe malade. Donc, l'expérience du divan, elle venait en fait raconter un point sur l'injonction contradictoire. L'injonction contradictoire, c'est ce que les théoriciens de Palo Alto, Bateson, Václavic, c'est-à-dire toutes les années 60, 70, dans cette région magnifique de San Francisco, ont conceptualisé sous le nom de double bind, double contrainte, double lien. C'est le soit libre, soit naturel. À partir du moment où quelqu'un vous dit soit naturel, bon, vous êtes à peu près certain que vous n'allez pas l'être. Désobéis-moi. Mais désobéis-moi, c'est un ordre ou... Mais si je réponds à cet ordre, je ne te désobéis plus. Bon. Donc on comprend, ça c'est des propositions théoriques. Dans la vie de tous les jours, une injonction contradictoire, ça peut être la dissociation entre on vient vous proposer une tâche et en même temps on rend impossible le fait de faire cette tâche par le manque de temps qu'on vous donne, par le manque de moyens qu'on vous donne. Ça c'est une situation profondément classique du monde du travail. Mais c'est aussi autre chose, c'est le fait par exemple de vous voler sans cesse la définition de ce que vous êtes en train de faire. La définition par exemple de votre travail. On va vous reconnaître par le titre que vous êtes philosophe, boulanger, architecte, avocat, tel ingénieur, tel ouvrier. Donc par le nom on vous reconnaît d'une certaine manière une compétence et en même temps on va vous dire ce que vous devez faire. Et c'est à l'opposé de ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous êtes reconnu comme porteur d'une compétence, mais l'on va venir définir à votre place le sens de ce que vous êtes en train de faire et comment il faut le faire. Ça s'appelle aussi une injonction contradictoire. C'est-à-dire quelque chose qui fait que il vous est dit à un instant T, et juste derrière, on rend impossible cela. Parce que si vous déployez votre intelligence et votre compétence, si elle est reconnue, de fait, vous n'allez pas faire la tâche comme il vous est dit de la faire. Donc cette finalité du travail, c'est très très important. Pourquoi ? Parce que le travail, c'est structurant de l'homme. Il y aura toujours du travail. On ne sait pas s'il y aura toujours de l'emploi, mais du travail, toujours. Le travail, c'est ce qui permet à l'homme de transformer le monde et de se transformer lui-même.